sont pas forcément les meilleurs physiquement qui deviennent les athlètes de haut niveau. Derrière, il y a un engagement mental à avoir et c'est là que en fait vraiment se fait la différence. Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Bienvenue, c'est Contre toute attente. Originaire du Loir-et-Cher, mon invitée vit une enfance ordinaire. Exaltée mais mesurée, obstinée mais docile, elle se rêve officier chez les pompiers. Sa trajectoire semble toute tracée et pourtant... Une après-midi du printemps 2004, c'est l'apocalypse, l'angoisse, la souffrance, la tristesse, mais aussi la délivrance. C'est la découverte d'une nouvelle vie, celle d'une jeune femme handicapée. Mais mon invitée ne subit pas, elle se bat. L'athlète qui sommeille en elle se réveille et se révèle. À seulement 31 ans, son parcours est un exemple de courage et de résilience. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce podcast l'athlète paralympique française la plus titrée, triple championne paralympique, détentrice du record du monde du saut en longueur et du 400 mètres. Et présidente du comité paralympique et sportif français. Bonjour Marie-Amélie Le Fur. Bonjour. Donc Le Fur, c'est un nom d'origine bretonne, alors, mais ton ancrage est bien loir-et-chérien. C'est comme ça qu'on dit, loir-et-chérien ? Exactement. D'accord. Une région où tu as grandi et que tu as finalement jamais quitté. Tu as été déjà tenté de rejoindre la capitale, Paris, la grande ville, ou pour toi, c'est pas un sujet ? Alors pour moi, c'est pas un sujet de déménager, de quitter ma terre natale, tout simplement parce que je l'affectionne énormément. Forcément, maintenant, je travaille sur Paris, mais j'ai quand même besoin de rentrer dans ma région, dans mon département, quasiment tous les soirs, parce que c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que je me suis construite, c'est là-bas que j'ai connu des aventures, des mésaventures, et finalement, les Loir-et-Chériens me le rendent bien, ils font partie intégrante de ma construction au quotidien. Ta maman Catherine est infirmière libérale, ton papa Bruno, donc jeune retraité, travaillait dans le milieu bancaire. Ils sont tous les deux passionnés de sport, hein, si j'ai bien compris. Donc c'est eux qui t'ont transmis à toi et à ta sœur cet amour du sport. Tu penses que c'est génétique ? Est-ce que c'est dans ce que les parents donnent à leurs enfants ? Comment tu l'as défini, toi, cet amour du sport ? Alors je sais pas s'ils nous ont transmis l'amour du sport directement ou si en fait dans la façon dont ils nous ont élevés, ils nous ont inculqué des valeurs qui sont celles du sport. Et finalement, au travers de la valeur de l'investissement, de l'engagement, du partage, on s'est tourné vers le sport. Après, moi, je suis tombée dans l'athlétisme totalement par hasard. C'était pas un souhait de ma part à la base, c'était un souhait de ma grande sœur qui avait envie. Je l'ai accompagnée. Ça a été le sport. Elle voulait pas toute seule, c'est ça. Elle s'est dit, tu viens avec moi comme ça. C'est ça, voilà. Elle voulait pas en faire toute seule, donc je l'ai accompagnée. C'était le sport que ma maman pratiquait quand elle était plus jeune. Et ce qui a été très beau, finalement, c'est sous l'impulsion de ma sœur, moi qui l'ai suivie. Quelques années plus tard, mes parents se sont remis à courir. Et finalement, c'était un sport qu'on partageait en famille puisqu'on était tous licenciés dans le même club. Je pense à l'une de mes filles qui a commencé à jouer au foot à l'âge de 5 ans. Et je me souviens, on m'a souvent demandé à ce moment-là pourquoi elle ne faisait pas, alors là tu vas me dire que c'est un stéréotype, de la danse. Est-ce que tes parents ont eu ce type de réaction quand tu t'es mise à l'athlétisme si jeune ? Alors, je pense pas que le sujet du genre dans l'athlétisme se pose autant que par exemple sur le football ou le rugby, parce que c'est un sport qui est beaucoup moins stigmatisé garçon ou fille. C'est un sport qui est quand même plutôt vu à la base comme un sport relativement mixte. Là où mes parents ont été peut-être un peu interpellés et questionnés, c'était sur mon envie de faire du sport. En fait, les gens étaient persuadés que mes parents me poussaient à aller courir avec eux, à faire des entraînements et choses comme ça, alors qu'en fait, mes parents, ils essayaient juste de répondre à mes demandes insoutenables de toujours bouger, de toujours les accompagner. Et au bout d'un moment, ils étaient obligés de céder parce que j'en avais besoin, parce que j'en avais envie. Mais eux ne voulaient pas trop me laisser en faire parce qu'ils voulaient aussi me protéger, parce qu'ils savaient que courir longtemps, c'était dangereux. Et finalement, ils ont été confrontés à cette critique-là, alors que eux, c'était pas leur demande à la base, c'était plutôt la mienne. Plutôt, ils pensaient qu'ils te poussaient pour que tu deviennes championne ou que tu en fasses plus que les autres, alors que toi, c'était ton envie très personnelle. Et justement, tu te souviens de cette première course ? Est-ce que tu as un moment, quand tu fermes les yeux, tu te dis oui, je me souviens parfaitement quand la première fois j'étais sur une piste, ou pas du tout ? C'était juste pas plus que ça. Alors, je me souviens pas de la première fois. Je me souviens, on est sur le stade de Vendôme, près du bac à sable, et je demande inlassablement à mon entraîneur à l'époque quand est-ce que je vais passer sur la catégorie supérieure, parce que j'en ai marre d'être bloquée à faire toujours les mêmes compétitions, à pas avoir le droit de faire certaines épreuves parce que je suis trop jeune en âge. Et finalement, j'avais commencé tellement tôt, il fallait simplement être patiente. Patiente, c'est compliqué pour toi d'être patiente, hein. Et justement, très rapidement, l'athlétisme,
tu peux t'en lasser. Alors là, tu nous dis que tu voulais aller dans les catégories supérieures, peut-être pour ça que tu t'en es lassé au bout d'un an, et quand même tu vas continuer. Donc il y a un moment, tu as essayé de bifurquer, je crois que tu as commencé à jouer au tennis, c'est ça, non, ce que tu pouvais faire autour de chez toi. Pourquoi ce choix de rester à faire l'athlétisme? T'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. En fait, ce qui a été compliqué pour moi en athlétisme et ce qui m'a aussi, je pense, protégée et qui fait que 23 ans plus tard, je pratique encore ce sport, c'est que très jeune, en fait, mon club refusait de me spécialiser. Donc moi, j'avais clairement des prédispositions sur de demi-fond, donc les crosses et choses comme ça, où j'avais de très belles réussites. Pour autant, le club voulait absolument qu'on continue à faire du saut en longueur, du triple saut, des lancers, là où j'étais vraiment pas douée, mais parce que ça contribue en fait à la création et à l'intégration de la culture athlétique. Donc il y avait des entraînements où je devais faire des activités que je n'aimais pas du tout, mais c'est ce qui a permis en fait finalement que je me spécialise pas trop jeune, que je garde du plaisir, que je garde de l'envie et que petit à petit voilà, je choisisse mes disciplines au fil de l'eau. Et c'est vraiment maintenant, je trouve, une politique qui est mise en place dans tous les clubs d'athlétisme, c'est de pas spécialiser les jeunes trop tôt, c'est de leur faire découvrir l'ensemble des activités physiques pour aussi que l'enfant il se développe globalement pour après se spécialiser un peu plus grand. Vers quel âge normalement maintenant la spécialisation a lieu? Entre minime et cadet, donc c'est vers l'âge de 12-13 ans à peu près. L'espoir, c'est qu'on ait plus de Kevin Mayer, parce que quand tu commences à tout toucher, c'est là où tu te rends compte à quel point Kevin Mayer est donc le champion du monde du décathlon est assez exceptionnel, parce que c'est vrai qu'être bon à tout. C'est pas donné à tout le monde. Et toi, tu avais déjà un bon niveau à ce moment-là? Sur du demi-fond, oui, j'avais un bon niveau, puisque j'étais dans les meilleures françaises de ma catégorie d'âge. Oui, donc très bon avec niveau. Un record au 1000 mètres en minime à moins de 3 minutes. Donc voilà, c'était de bonnes performances. Mais après, on sait très bien que ce sont pas forcément les meilleurs physiquement qui deviennent les athlètes de haut niveau. Derrière, il y a un engagement mental à avoir. Et c'est là que, en fait, vraiment se fait la différence. Donc ce que tu dis là, c'est que tu as pu rencontrer au fil des années des gens qui potentiellement, en tout cas plus que potentiellement, avaient des meilleurs temps que toi, qui n'ont pas réussi. J'ai rencontré clairement des gens qui avaient un talent, mais vraiment un talent naturel. Mais quand on a un talent naturel et qu'on n'est pas en capacité de l'exploiter à 150%, on ne devient pas athlète de haut niveau et on ne gagne pas une médaille olympique ou paralympique. Donc pour toi, c'est une question de travail? Parce que là, tu nous parles de la capacité mentale. Est-ce que c'est ça ou c'est aussi parce que parfois, ce don fait que tu travailles un peu moins? Pour moi, c'est une complémentarité des deux. Mais je suis intimement convaincue que quelqu'un qui n'a pas un don naturel, mais qui a une capacité mentale, un engagement et une volonté de travail, peut devenir un athlète de haut niveau et peut devenir un athlète de haut niveau qui sera titré. Parce qu'il y a cet engagement, parce qu'il y a cette différence. Et finalement, quand on a beau être un talent, ce qu'on appelle un petit diamant à l'état pur, si on ne sait pas exploiter ses capacités, si derrière on n'a pas cet engagement et cet investissement, on reste un athlète de haut niveau moyen, parce qu'on n'a pas ce switch qui fait qu'on devient le plus grand. Bon, à mes auditeurs, on peut tous peut-être rêver d'une médaille, puisque si on n'a qu'à beaucoup travailler, peut-être que sans grand talent, on y arrivera. Moi, je pense que le talent reste quand même assez primordial avec le travail. En effet, on parlait tout à l'heure de ton rêve de devenir pompier. Tu as même intégré l'équipe des jeunes sapeurs-pompiers à 11 ans. Tu voulais être parmi celles et ceux qui mettent leur vie en danger au quotidien pour sauver celle des autres. Il est venu d'où cet amour des pompiers ? Alors, je sais pas d'où vient cette passion. Ce qui est sûr, c'est que ça vient pas du cercle familial, puisque j'ai personne dans ma famille proche qui occupe ces fonctions. En fait, c'est simplement ce qui compose ce métier qui m'a attirée, c'est-à-dire le côté engagement physique, qui est juste essentiel dans ce métier-là. Et puis le fait d'être là pour les autres, vraiment d'aider en fait des gens qui en ont besoin. Et ça, je l'ai compris en fait récemment que c'était quelque chose qui était essentiel pour moi. Pour me retrouver animée dans un métier, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin d'aider les gens, pas forcément en difficulté, mais en tout cas de me battre pour une cause. Et puis forcément aussi, ce qui est beau dans le métier de pompier et que moi j'aime beaucoup, c'est cette incertitude du quotidien. On part le matin au travail, on ne sait pas du tout de quoi va être faite la journée parce que ça dépend des interventions qui vont être déclenchées. Je pense que je comprends très vite que si je décide de pas me battre, je vais gâcher ma vie, mais aussi je vais gâcher celle de mon entourage. Et moi, j'ai pas envie d'être responsable de ça. Donc, j'accepte pas tout de suite, mais en tout cas, je décide d'avancer malgré cette amputation. On est le 31 mars 2004, à 14 ans, donc ta vie bascule. Tu es en route pour un entraînement, tu te fais renverser par une voiture, accident extrêmement grave. Donc, tu es amputé sous le genou de ta jambe gauche. Toi qui étais hyper active, comme tu nous l'as expliqué, toi qui faisais tant de choses et qui en plus voulais devenir pompier, ce jour-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans les heures d'après, les jours d'après ? En fait, au moment de l'accident, tout s'effondre.
c'est l'effondrement de tous les projets, de toute une conviction, de tout un investissement. Parce qu'en fait, au début, le diagnostic, il est dramatique. C'est que je vais garder des séquelles à vie de cet accident-là. Et dans les premiers jours, en fait, la bataille des médecins est de sauver ma jambe. Mais sauver ma jambe, c'est sauver une jambe qui ne sera plus jamais fonctionnelle à 100%. Donc en fait, le diagnostic de base des médecins est de se dire, on va essayer de vous sauver la jambe. Par contre, vous ne retrouverez jamais l'articulation de la cheville. Vous ne remarcherez jamais normalement, donc vous ne referez jamais de sport et on n'est pas sûr de pouvoir soigner votre douleur. Et finalement, pendant 3 jours, je vis avec ce diagnostic qui est juste pour moi terrible parce que tout ce qui est le fondement de ma vie, le sport et les pompiers, tout cela s'effondre. J'ai la chance de pas être seule pour affronter cette difficulté. Et finalement, la délivrance vient par l'amputation. Donc je sais que c'est assez paradoxal de parler comme ça, mais l'amputation est venue vraiment comme un soulagement, comme une délivrance, parce que ça me retire la douleur, parce que ça me retire cette jambe qui ne fonctionne pas normalement. Et c'est la perspective un jour de pouvoir recréer ma vie autour du sport et avec les gens que j'aime. Mais à 14 ans, tu donnes ton avis sur cette amputation ou c'est tes parents qui décident pour toi ? Aucun des deux. Aucun des deux, c'est le corps médical qui nous annonce pour des raisons en fait d'ischémie puisque je n'avais plus de sang qui arrivait dans le pied. Donc pour des questions vitales, en fait, les médecins prennent la décision de m'amputer. Mais vraiment à ce moment-là, tu dis que c'est une délivrance ou tu te rends compte quelques semaines ou quelques mois après que c'était la meilleure décision ? Non, je pense que je me rends compte tout de suite parce que quelques jours plus tard, quasiment 1 ou 2 jours derrière l'amputation, je verbalise l'envie tout de suite de recourir. Et je pense qu'en fait, cette verbalisation a permis aussi d'engager tous mes proches et toute ma famille dans quelque chose de positif. C'est-à-dire que oui, il y avait ce drame de l'amputation, mais tout de suite derrière, on a un objectif et un projet. On ne sait pas sous quelle temporalité on va le réaliser, mais c'est de recourir un jour. Et ça nous met sur un élan dynamique, ça nous permet d'accepter petit à petit la situation et surtout ce que je comprends c'est que c'est pas cet handicap qui va gâcher ma vie, c'est la façon dont je vais accepter mon handicap. La frontière est très fine mais finalement je me dis que si je le conscientise pas à l'époque, faut être réel, mais je pense que je comprends très vite que si je décide de pas me battre, je vais gâcher ma vie mais aussi je vais gâcher celle de mon entourage et moi j'ai pas envie d'être responsable de ça. Donc, j'accepte pas tout de suite, mais en tout cas, je décide d'avancer malgré cette amputation. Donc, les médecins te préconisaient à ce moment-là 1 an de rééducation. Toi, au bout de 4 mois, tu fais les choses différemment. De nouveau, tu reprends le chemin des pistes. Comment tu as trouvé cette force justement pour monter cette épreuve ? C'était avoir un nouveau projet ? L'envie de me battre vient de la présence de mes proches. Je me rends compte vraiment que je ne suis pas seule et que je vais me battre pour eux, je vais me battre avec eux et ça m'aide. Et en fait, le sport a toujours été un moteur. C'est une façon de me fixer des objectifs et quand on sait vers où on va, c'est plus facile de se reconstruire. Voilà, j'ai toujours besoin du sport pour ça, pour savoir vers où je vais et pour pas avoir ce moment d'égarement et de flottement qu'on peut avoir dans les situations compliquées que l'on rencontre. Quelle était ta vision du handicap avant de devenir handicapé ? Est-ce que dans ton club, il y avait déjà du handisport ou pas du tout ? Alors, ma vision du handicap, elle était inexistante. J'avais aucune perception du handicap. Et finalement, je pense aussi, c'est ce qui m'a protégée, c'est que j'ai pu avancer dans ce nouveau monde qui est celui d'une personne en situation de handicap avec une totale méconnaissance de ce que c'était d'avoir un handicap et du regard de la société. Donc, je pense que mon insouciance m'a vraiment protégée. Et ce qui m'a aussi sauvée, c'est que je connaissais par contre le handisport. Parce que 1 an plus tôt, lors des championnats du monde de Paris en 2003, j'avais vu une course de démonstration où des athlètes hommes amputés concouraient. Donc je savais que le handisport existait, je savais qu'on pouvait recourir avec une prothèse et c'est finalement ce qui m'a aidée. Et c'est aussi en ça qu'on a beaucoup d'espoir et d'espérance sur les Jeux de Paris en 2024 parce qu'on sait que de voir ces images, de démontrer le parcours de sportifs en situation de handicap peut faire nourrir des parcours de jeunes qui sont en difficulté, qui vivent difficilement leur situation de handicap. Donc on reviendra sur ces très beaux jeux que nous promettons au monde entier en 2024. En 2005, donc c'est 1 an juste après ton accident, tu participes à ta première compétition handisport. Alors j'aime bien la symbolique de la compétition parce qu'il s'agit du cross national des sapeurs-pompiers. Je me trompe pas ? C'est ça. Donc la symbolique était belle. Comment ça se passe ? T'es toute heureuse ? T'es bien classée ? Est-ce que le classement est important ou pas du tout ? C'est juste d'y participer ?
Je sais pas si le classement était important. Après, moi, j'aime la compétition et je n'aime pas décevoir. Donc, je sais que j'avais envie de m'engager, j'avais envie de donner le meilleur de moi-même. Mais ce cross reste un des plus beaux souvenirs de ma carrière sportive. Pour autant, c'est juste un championnat de France dans le milieu des pompiers. Mais ça a été tellement fort en émotion, tellement un beau moment de partage avec les gens qui m'ont aidé à me reconstruire, parce que la famille et tout ce corps des pompiers a vraiment toujours été présent à mes côtés. Il l'est toujours actuellement. Et finalement, cette seconde place que j'ai obtenue au cross national, pour moi c'était encore plus beau qu'une victoire, parce que c'était démontré et montrer aux gens qui avaient été présents le lendemain de l'accident, qui m'avaient aidé à acquérir du matériel et choses comme ça, qu'on n'avait pas fait tout ça ensemble pour rien. Nos auditeurs peuvent pas le voir, mais je souris quand tu dis que ce métier est toujours proche de toi, parce que ton mari est donc pompier professionnel. C'est à ce moment-là que tu l'as rencontré, Mathieu, ou pas ? En fait, on s'est rencontrés quand on était jeunes sapeurs-pompiers tous les deux. Donc effectivement, Mathieu est sapeur-pompier professionnel. Cyril, qui a été mon coach pendant de nombreuses années, était également sapeur-pompier professionnel. Et j'ai aussi la chance, en fait, de travailler étroitement avec la Fédération des sapeurs-pompiers, de les avoir accompagnés aussi dans la prise en charge de personnes en situation de handicap, parce que c'est un corps qui n'oublie pas les gens qui ont un jour fait partie de cette famille. Des gens exceptionnels, en effet. Est-ce que c'est en 2005 que tu te dis, ça y est, mon objectif, c'est d'être athlète de haut niveau ? Non, ça vient beaucoup plus tard. Ça vient beaucoup plus tard parce que le mouvement paralympique à l'époque est tellement confidentiel que moi je sais pas trop vers où je vais, je sais pas trop ce qu'il est possible de faire. Donc finalement en 2005, je fais les championnats du monde jeunes. Voilà, c'est une étape, c'est bien, je fais des bons résultats, mais voilà, je rêve pas plus loin. Et vraiment, je pense que le déclic de la possibilité de faire les Jeux paralympiques arrive en 2006, avec les championnats du monde à Assen, exactement, où je remporte 3 médailles d'argent. Et là, je me dis, voilà, finalement, il y a un potentiel... 3 médailles d'argent ? Même pas une d'or. Pas une d'or, ça m'étonne de toi, là. C'est ça. Mais le déclic d'aller chercher l'or, il arrive encore un petit peu plus tard. Et j'estime que dans mon parcours, je deviens réellement une athlète de haut niveau simplement en 2009-2010. Dans un entretien, tu disais, les gens se souviennent des médailles. Moi, je me souviens des émotions, des moments et des personnes. Est-ce qu'il y a justement un moment, pas des moments, mais un moment dont tu te souviens ? On vient de l'évoquer, ce moment. C'est à Assen ? Non, c'est le cross en 2005. Le cross, pour toi, c'est le début de... C'est un moment magique, c'est un moment ultra émouvant. Après, oui, il y a eu des moments exceptionnels, même à Londres, à Rio, pour parler que des moments sportifs. Tokyo bientôt, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais vraiment, ce moment très particulier, c'est le cross national en 2005. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser pratiquer une autre discipline ? Quand tu parles avec Kevin, par exemple, Meyer, il te dit, j'aurais adoré être basketteur. Mais est-ce que toi, tu t'es dit... Je parle même pas de capacité à le faire. Est-ce que toi, tu t'étais dit, il y a un autre truc que tu aurais adoré faire ? Moi, je me suis posé la question, après Londres, de partir sur le triathlon. Parce que c'était une épreuve qui était nouvellement paralympique, parce que j'aime la difficulté, clairement, de ce sport. J'aime l'engagement physique que ça demande. Et ça a été une réelle question. Et en fait, je n'ai pas switché au-delà, encore une fois, des compétences, parce que je ne sais même pas si j'aurais pu être athlète de haut niveau en triathlon. C'est que je ne pouvais pas faire le deuil du stade. C'est juste magique de faire les Jeux paralympiques dans un stade qui est plein, comme on a pu connaître à Londres. Et finalement, je me suis dit que je n'étais pas sûre de retrouver cette émotion du stade en triathlon. Et surtout, j'aime mon équipe de France. J'aime l'équipe de France de para-athlétisme. Voilà, je pouvais pas la quitter. S'il y avait un autre sportif qui t'inspire? Ça va être facile de répondre, mais je le dis souvent parce que j'ai eu la chance de les côtoyer personnellement au travers d'un sponsor commun, mais il y a 2 sportifs qui m'ont énormément marqué, c'est Alain Bernard et Tony Estanguet, parce que je trouve leur parcours sportif extraordinaire, mais des beaux parcours sportifs en France, on en a beaucoup, mais c'est 2 hommes qui ont de très très grandes valeurs et qui ont une capacité à se construire derrière leur carrière sportive qui font valeur d'exemple pour moi. Sarah Ourahmoune, que tu aurais pu citer, que je sais que tu apprécies aussi beaucoup, que j'ai reçu dans ce podcast il y a quelques semaines, me disait que son plus grand combat, ce n'a pas été les Jeux Olympiques, mais de se faire accepter dans un milieu d'hommes qui est la boxe. Est-ce que toi, tu vois quelque chose d'assez similaire ? Ça peut être dans les instances aussi, pas uniquement dans le stade,
ou moins que justement que pour ça? Je pense que le combat, et au-delà du sport que Sarah pratique, le combat d'être une femme dans le mouvement paralympique n'est pas vraiment un combat. En fait, on est tellement déjà dans une minorité que le fait d'être une femme n'est pas une difficulté complémentaire. On a la chance que les sportives en situation de handicap soient aussi bien reconnues en termes de médailles, de médiatisation que leurs homologues masculins. Donc, on n'a pas cette difficulté-là. Mais effectivement, la place dans les instances reste très compliquée. Elle reste compliquée dans le mouvement sportif en règle générale, au niveau national, mais aussi au niveau international. Et nous, là, actuellement, on a un signal très fort qui nous est lancé par l'international, qui est qu'on a envie d'avoir des femmes qui soient beaucoup plus présentes dans les instances dirigeantes. Et ce qui est beau dans notre mouvement, c'est que ça va partir du plus haut niveau, c'est-à-dire que ça va partir du comité international paralympique et ça va redescendre dans les instances nationales. Donc voilà, avec une gouvernance qui sera beaucoup plus féminisée, avec des athlètes qui seront beaucoup plus au cœur des décisions, avec des personnes en situation de handicap aussi qui seront plus présentes, parce que c'est un peu comme la candidature de Paris 2024, on met les athlètes au cœur, et bien dans la gouvernance du sport français, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Donc tu es membre du conseil d'administration de Paris 2024, et c'est la première fois, et tu le sais très bien, que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques ont le même logo. Donc tu le sais que ça a été un sujet, ça a été un combat, on va dire, pour y arriver. Qu'est-ce que tu en dis ? Moi, je trouve que c'est un symbole très fort que nous envoie Paris 2024 avec cet emblème et ce logo commun. Je pense que c'est une continuité de l'engagement qu'ils ont pris depuis le début de la candidature, c'est-à-dire de traiter avec le même égard, la même ambition, la même vision, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc c'est un symbole qui est très fort, c'est un symbole qui est engageant, c'est un symbole aussi qui permet de nous unifier autour des mêmes valeurs de réussite de ces Jeux. Mais ce qui est bien aussi dans ce logo et dans cet emblème, c'est qu'on est capable de garder notre singularité avec la présence des anneaux sous un emblème et la présence des agitos. Donc je rappelle que les agitos sont le symbole des Jeux paralympiques sous l'autre emblème. Finalement, c'est la preuve qu'on fait route commune, qu'on va ensemble vers un objectif commun, mais que pour autant, nos deux outils sont différents, puisque d'un côté, nous avons les Jeux olympiques, de l'autre côté, nous avons les Jeux paralympiques, et que chaque mouvement comporte ses athlètes, comporte ses valeurs et comporte son engagement. Parlons des Jeux olympiques qui arrivent. Donc, tu seras présente aux Jeux de Tokyo en 2020. Tu sais déjà sur quelle épreuve ? Alors, il faut que je me qualifie, parce que j'ai beau être présidente, cela ne simplifie pas la sélection pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Donc, à titre personnel, j'ai envie d'être présente sur le saut en longueur. Comme les championnats du monde, je suis passée outre cette étape-là pour des raisons personnelles. Il faudra que je me qualifie avant le 1er avril, via un deuxième mode de sélection. D'accord. Février 2017, tu vis un nouveau drame. Parce que tu es victime d'une pré-éclampsie foudroyante. Donc avec Mathieu, vous perdez votre bébé. Dans ces moments-là, de choix souvent, soit tu sombres, soit tu te raccroches à quelque chose. Mais je me souviens d'une discussion qu'on avait eue tous les deux quelques mois après, où en fait tu me disais que justement les championnats qui allaient arriver après l'été étaient pour toi la meilleure perspective que tu pouvais imaginer. D'ailleurs, tu as remporté là-bas les médailles d'or du saut en longueur. Je me souviens bien, tu as battu même ton record de Rio à ce moment-là. Quand je voyais ça, c'est une nouvelle fois, c'est le sport qui t'aide à te reconstruire, à aider à passer des moments de détresse personnelle immense. Ouais, c'est vrai que le sport, et j'en suis totalement consciente, cet objectif de participer au championnat d'Europe de Berlin, c'était une façon de me mettre des œillères, parce que je n'étais pas prête dans les premières semaines, dans les premiers mois, à accepter la mort de mon bébé. Clairement, je ne pouvais pas le faire, et il me fallait finalement un outil pour faire passer le temps, parce que il fallait que j'avance étape par étape, mais je ne voulais pas avancer étape par étape en étant en train de me morfondre dans mon canapé. C'est pas dans ma nature, c'est pas l'image que j'aime me renvoyer et renvoyer aux autres. Et je sentais bien que ma famille essayait de me mobiliser, de me redynamiser. Et là, je me suis dit, c'est simple, il me faut un objectif. Et l'objectif, ça va être cette participation au championnat d'Europe. Et finalement, ça correspondait aussi à la date en fait que les médecins nous avaient demandé aussi pour réenvisager un projet de vie familiale. On pouvait pas l'envisager avant les 6 mois. De toute façon, et les 6 mois tombaient avec le jour du concours de Berlin. Alors on en parle parce que tu as eu cette chance exceptionnelle par la suite d'être maman et ce que tu es aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on en parle également. Tu n'oublieras évidemment jamais. Ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, en plus de toutes choses que tu fais, tu es aussi une maman à plein temps. Pour moi, avoir un sportif de haut niveau dans l'entreprise, c'est comme avoir un jeune en apprentissage. Il n'est pas là tout le temps, il a une autre activité à côté, mais pour autant, on peut l'accompagner à monter en compétences. Décembre 2018, si on continue de descendre un peu ces dates,
Tu succèdes à une autre grande dame qu'on aime beaucoup, qui est Emmanuelle Assmann, à la tête du comité donc, paralympique et sportif français. Qu'est-ce que tu espères faire évoluer ? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire encore de mieux pour justement les personnes qui ont besoin justement d'être représentées ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire évoluer, mais comme tu le disais, j'ai eu la chance de succéder à une personne extraordinaire et Emmanuelle a vraiment fait grandir le mouvement. Elle lui a donné la place qu'il a actuellement. Elle est en grande partie, on va dire, responsable du fait que les gens connaissent la terminologie des Jeux paralympiques, connaissent ce qu'est le CPSF, parce qu'il y a quelques années, les gens ne savaient pas du tout ce que c'était. Elle a été très active pendant la candidature, donc je pense aussi que si le mouvement paralympique est aussi présent dans maintenant le comité d'organisation des Jeux paralympiques, on lui doit tout ça. Donc moi, j'arrive dans une conjoncture qui est très positive, mais parce qu'elle a posé des bases très solides avec toute l'équipe qui assure la continuité du comité paralympique. Donc avec le comité, ce qu'on souhaite voir, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est déjà qu'on souhaite que les pratiques parasportives sur l'ensemble du territoire soient beaucoup plus facilement accessibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient plus visibles, c'est-à-dire qu'on doit avoir plus de formation des éducateurs, c'est-à-dire qu'on doit lever aussi cette crainte et ces freins qu'on peut avoir dans certains clubs où les gens ont peur de ne pas savoir faire, ont peur de ne pas savoir accompagner. Donc on doit en fait arriver avec les fédérations membres du comité paralympique finalement à lever toute cette difficulté-là. On doit travailler sur la visibilité, la reconnaissance. Et vraiment, ce qu'on a aussi envie de voir, c'est cette reconnaissance de la performance de nos sportifs. Ce sont des sportifs de haut niveau à part entière, c'est de l'engagement, c'est de l'investissement, c'est des heures et des heures d'entraînement et ce sont vraiment des sportifs de haut niveau. Et je trouve que des fois, en fait, ce côté de la performance est un petit peu occulté par le parcours de vie, par le handicap. Et nous, on aimerait vraiment que la performance soit aussi au cœur de la médiatisation de nos sportifs de haut niveau. Ça va demander un peu de temps et de travail, ça tombe bien. T'aimes bien ça justement en parlant de ça. Si j'essaie d'énumérer, aujourd'hui tu es athlète, tu es membre du conseil d'administration de Paris 2024, tu es présidente donc du comité paralympique et sportif français, tu travailles chez EDF, tu as des engagements associatifs, tu es maman, donc tu es une femme aux mille et une vies. Si tu devais en choisir une, si je devais vraiment en choisir qu'une, je choisirais celle de maman. Yes. Parce que c'est le plus beau des bonheurs. Voilà, c'est maintenant vraiment ma raison de vivre. Après, voilà, toutes mes autres vies sont importantes. Il y a 2 casquettes que je n'ai quasiment plus actuellement. C'est les engagements associatifs et mon travail chez EDF puisque je suis en détachement. Donc, ce qui me permet en fait de me libérer du temps. Et finalement, cette casquette associative, elle est absorbée par mes engagements dans le comité. Ce qui revient un peu à la même chose, c'est comment tu arrives à avoir un impact positif sur le système et sur la société. Parlez pas forcément d'EDF, mais parlons justement de ces athlètes qui aujourd'hui ont soit du mal à joindre les 2 bouts à la fin du mois, soit après leur carrière, soit même quand ils essayent de faire leur maximum, comme tu disais tout à l'heure, pour réussir, pour travailler dur. Comment tu le vois, toi, justement, ce monde de demain où tu as des idées, justement, que tu essaies de soumettre aussi bien à Paris 2024 qu'au CNSF. Est-ce que toi, pour ce qui est du système olympique ou sur lequel tu es rattaché, est-ce que tu pousses ça ? Est-ce que tu as des idées ? Et comment on peut faire pour que ces athlètes qui se passionnent pour leur métier, parce que c'est un métier, ne soient pas toujours ou souvent, malheureusement, de côté ou n'aient pas les moyens après de pouvoir faire le minimum ? En fait, ce qu'on ambitionne, c'est très simple. Et là, je pense que, après, je ne peux pas engager le CNO, mais je pense qu'on est sur le même combat. C'est simplement que l'engagement des pouvoirs politiques en France soit à la hauteur de l'ambition qu'on attend du sport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des athlètes de haut niveau de briller, de s'engager, si derrière toutes les politiques publiques qui sont mises en place ne sont pas en adéquation avec tout ça. Donc, bien évidemment, ça passe par un budget des sports qui est plus conséquent, qui va aider la branche haut niveau, parce que oui, c'est essentiel d'aider les sportifs de haut niveau, mais comment on crée des sportifs de haut niveau si derrière les clubs dans lesquels chaque sportif a démarré ne sont pas aidés ? Voilà, faut pas oublier que dans l'Agence nationale du sport, on a cette branche de la haute performance, mais on a aussi cette branche du développement des pratiques, et actuellement, on est en difficulté pour vraiment accompagner tous les clubs qui vont créer ces sportifs de haut niveau de demain. Donc déjà, mettons en lumière cette difficulté et accompagnons un petit peu mieux le développement des pratiques en revenant sur des hauteurs de financement qui sont plus conséquents. Et après, il y a toute cette question de comment j'accompagne mes sportifs de haut niveau. La précarité financière du sportif de haut niveau sur certains sports est une réalité. Donc, c'est comment on met en place des dispositifs d'État pour les accompagner financièrement et faire en sorte que ces athlètes, finalement, ne se posent pas la question du salaire à la fin du mois, mais soient concentrés à 100% sur leur entraînement. Donc, actuellement, il y a des réflexions autour d'un projet de bourse qui permettrait finalement à des athlètes qui sont en précarité financière
carrière, d'avoir un revenu qui soit un revenu mensuel, qui leur permette de se préparer, stable. Parce que oui, on a cette prime à la médaille qui est très importante. En France, on a des primes, on ne peut pas les renier, qui sont très belles. Mais quand vous les divisez sur 4 ans, il faut se rappeler qu'il y a une forme d'incertitude aussi de gagner cette médaille-là. Si on n'est pas accompagné pendant 4 ans pour aller gagner la médaille, finalement, la prime, elle est totalement obsolète. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un accompagnement financier au long cours. Tu parlais de l'État uniquement. Est-ce que tu penses que des entreprises devraient potentiellement faire plus ou s'engager un peu plus? Toi, tu parlais d'EDF, Tony Estanguet aussi était proche aussi d'EDF. Est-ce que tu en vois d'autres, justement, des EDF en France qui font ou qui veulent faire? Là où on attend le monde économique, c'est effectivement dans cette dimension du sponsoring. Mais moi, à titre personnel, et ce ne sera pas forcément partagé par tout le monde, mais là où j'attends le monde économique, c'est aussi dans l'accompagnement socio-professionnel des sportifs. C'est-à-dire que sponsoriser un athlète, c'est très bien, c'est très beau, mais le problème, c'est que le jour où la carrière sportive, elle s'arrête, le sportif, ses contrats, il les perd. Voilà, c'est terminé, il n'est plus athlète. Donc finalement, cette image de vitrine, il ne l'a plus. Mais comment l'entreprise, et moi c'est mon cas avec EDF, comment l'entreprise, elle s'engage finalement dans la façon dont on fait évoluer le sportif, dans la façon dont on lui donne des compétences pour qu'une fois sa carrière sportive terminée, il trouve une place dans l'entreprise et une place qui correspond à ses compétences. Et ça doit commencer dès tout jeunes, parce qu'on doit prendre les sportifs très tôt, on doit les accompagner dans leurs études, dans la façon de rentrer dans l'entreprise. Et finalement, pour moi, avoir un sportif de haut niveau dans l'entreprise, c'est comme avoir un jeune en apprentissage. Il n'est pas là tout le temps, il a une autre activité à côté, mais pour autant, on peut l'accompagner à monter en compétences en parallèle de sa carrière sportive. Et ça, donc, c'est une idée qui fait sens. Est-ce que tu vois un retour positif aujourd'hui des entreprises? Tu en vois un certain nombre qui vont s'engager justement sur cette idée-là? Ou tu penses que c'est encore un projet qui va prendre beaucoup de temps? Non, c'est un projet qui est beaucoup, beaucoup moins utopique que ce qu'on pouvait avoir avant. Ça a mis du temps, ça s'est mis en place. Au début, le projet socio-professionnel était envisagé la dernière année de carrière de l'athlète. Maintenant, on voit que ça se pense dès tout jeune, dès le début de la carrière. C'est mis en place dans toutes les fédérations, dans les comités olympiques, dans le comité paralympique. C'est mis en place via le pacte de performance. Donc voilà, il y a beaucoup de dispositifs maintenant qui sont mis en place. C'est également un sujet qui est traité par l'agence. Donc on sent que c'est vraiment une préoccupation d'avoir des sportifs qui ne vivent plus dans la précarité et en plus qui tout au long de leur carrière pensent à la reconversion dès le début. Et c'est vrai que je me souviens quand on avait présenté pour le comité de candidature de Paris 2024 au CIO, je me souviens de Thomas Barr qui est le président du CIO qui, en plus de tout ce que nous avions pu évoquer à ce moment-là avec lui, avec les équipes de Tony Estanguet, était vraiment, il faut qu'on travaille sur la reconversion de l'athlète, parce qu'en effet, trop souvent, il est oublié. Et comme tu dis, peut-être qu'il peut gagner une médaille. La plupart du temps, c'est qu'il ne gagne pas une médaille. La plupart du temps, il n'y a que 3 personnes qui gagnent la médaille et qui peuvent avoir ses primes. Donc c'est vrai que c'est un sujet essentiel et c'est un sujet qui est, je le sais, pris en charge par le COJO, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, pour essayer de justement continuer à trouver des solutions et apporter des solutions à ces exceptionnels athlètes. En parlant de personnes exceptionnelles, c'était qui la personne qui t'inspirait vraiment quand tu étais jeune? Athlète ou pas athlète? Ça va être en fait vraiment ma source d'inspiration, je la trouvais dans mes proches et je pense vraiment que je me suis construite dans un modèle très familial autour de mes parents et de ma sœur. Alors je sais que ça fait un peu cliché de le dire comme ça, mais je fonctionnais pas en fait avec des modèles, j'idolâtrais pas des sportifs. T'avais pas un poster de Carl Lewis dans ta chambre? Non, j'aimais bien Haile Gebrselassie, c'était un sportif, voilà, donc je suivais les performances. J'ai suivi aussi un peu plus tardivement les parcours de vie de Stéphane Diagana et de Marie-Josée Pérec, mais parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Mais je pense que toute jeune, finalement, les modèles que je voyais, c'était mes modèles très proches. Voilà. Et aujourd'hui, toujours ? Il n'y a pas quelque chose, quelqu'un que tu as pu rencontrer qui va dire ça, c'est assez inspirant, pas plus? Si, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la réussite des parcours de vie de Tony, de Stéphane Diagana, d'Alain, de Marie-Jo, voilà, ce sont des parcours qui m'inspirent, peut-être pas dans leur totalité, mais j'estime en fait qu'on a tous à apprendre les uns des autres. On ne peut pas copier un modèle, mais en tout cas, on peut s'inspirer de petits blocs de vie qui peuvent nous permettre de grandir soi-même. Tu as sorti donc début octobre 2019 ton autobiographie, Fais de ta vie un rêve. Comment on arrive à écrire une autobiographie aussi jeune ?
Ça a été la grande question. C'était une proposition qu'on me faisait depuis quelques années, finalement, d'écrire un livre, puisque voilà, j'ai l'occasion de faire des conférences, de partager mon parcours, mais je m'y retrouvais pas forcément dans les projets qui m'étaient proposés. Et puis l'année dernière, j'ai commencé finalement à me dire que c'était le bon moment, parce que cette barrière des 6 mètres avait été franchie, parce que quand on a perdu notre enfant, personnellement, j'ai franchi aussi un cap dans ma vie. Et finalement, je me sentais suffisamment mature pour m'engager dans finalement la sortie d'un livre. Et à ce moment-là, j'ai rencontré, je pense, la bonne personne. Une personne en qui j'ai eu tout de suite confiance, tout simplement parce que au travers de son travail, c'est-à-dire écrire des autobiographies plutôt dans le cercle familial, dans l'objectif de transmettre à sa famille un parcours de vie. Et ben finalement, moi, c'est exactement ce que je voulais faire avec ce livre-là. L'idée n'était pas forcément de faire un livre avec 100 millions d'exemplaires, mais simplement un livre qui soit inspirant, qui soit utile et dans lequel les gens pourraient se retrouver. Et j'ai vraiment apprécié la collaboration avec Stanislas, donc qui est à la fois l'écrivain et l'éditeur de ce livre. Et pour moi, c'est une belle réussite, parce que on a réussi à transmettre tout ce qu'on avait envie de transmettre. Voilà, donc fais de ta vie un rêve, et c'est aux éditions Plume d'éléphant. Tu as servi de modèle pour le bus de Marianne, peut-être que tout le monde ne le sait pas, pour les communes de Saint-Roch et de Fortan. Quel effet cela fait d'incarner le visage de la République ? Fierté ? Ouais, c'est une fierté, mais à la base, c'est aussi une grande surprise. Du coup, je suis ravie de retrouver la Marianne dans l'emblème de Paris 2024. Je me dis qu'il y a peut-être un petit bout de moi aussi, finalement. Non, blague à part. Non, ça a été très surprenant quand on m'a proposé, parce que les 2 projets, en fait, sont arrivés en même temps. C'était 2 projets totalement différents, puisque l'un est vraiment le travail d'un sculpteur, et sur le second projet, on est plutôt sur le travail d'un métal. Donc 2 projets totalement différents, mais qui m'ont finalement aussi permis de découvrir le monde de l'art, un monde que je ne connaissais pas du tout. Et c'est aussi ce que j'aime en fait dans les projets que j'accepte, c'est que c'est pas forcément la valorisation et pas du tout la notoriété que je cherche, c'est une forme de rencontre et d'épanouissement, parce que je découvre des milieux qui me sont totalement inconnus. Marie-Amélie, nous terminons toujours le podcast par un quiz. Donc 2 propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Tu décides si tu as envie de répondre pourquoi. Ok ? T'es prête ? Je suis prête. 3, 2, 1. Se dépasser ou dépasser les autres ? Se dépasser. Vendôme en Loire-et-Cher ou place Vendôme à Paris ? Vendôme en Loire-et-Cher. Mer ou montagne ? La montagne. Concourir ou commenter ? Ah, dur. Allez, on va faire preuve d'avenir, commenter. Usain Bolt ou Carl Lewis ? Carl Lewis. Rio 2016 ou Paris 2024 ? Allez, voyons encore une fois l'avenir et pas le passé, donc Paris 2024. Une que j'aime bien, Patrick Montel ou Kevin Meyer ? Tu dois répondre. Patrick Montel, parce que on ne peut pas oublier l'engagement qu'il a eu pour notre mouvement, et c'est ce que je déplore d'ailleurs cette année, c'est que les championnats du monde de Dubaï ne sont pas diffusés, alors qu'on est sur une très très belle compétition, qu'on est à 1 an des Jeux de Tokyo, que des performances exceptionnelles vont être réalisées, et que malheureusement France Télé ne s'est pas engagée sur cet événement. Chat ou chien ? Chien. Laurie ou Billy Crawford ? C'est bien ma génération. Allez, Laurie, soyons français. Sport collectif ou sport individuel ? Sport individuel, mais dans lequel on crée une performance avec un collectif. Waouh, c'est compliqué pour terminer. Harry Potter ou la boussole d'or ? Ah, mais c'est bien documenté tout ça. Harry Potter quand même. Marie-Amélie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Alexandre. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas, 100% des gagnants ont tenté leur chance.